Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur la vision de l'Algérie, une vision à deux vitesses si l'on peut dire. D'un côté, il y a cette ambition immense, celle de devenir un leader sur le continent africain, surtout dans le numérique. Et de l'autre, il y a la réalité du terrain, avec des progrès concrets, mais aussi des défis nationaux. Alors, comment est-ce que l'Algérie arrive à jongler avec ces deux aspects? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par l'ambition numérique africaine, puis on verra les partenariats stratégiques et les avancées au niveau national. On jettera aussi un œil au contexte tendu au Moyen-Orient. Et pour finir, on fera un petit retour en arrière, un devoir de mémoire, pour voir comment le passé éclaire le présent. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, cette grande ambition numérique africaine. Voilà, c'est dit. Et ça vient directement du président Abdelmadjid Tebboune. Ce n'est pas juste une phrase en l'air, non. C'est une déclaration faite lors de la conférence globale Africa Tech. On parle vraiment d'une feuille de route stratégique, d'une direction claire qui est donnée au plus haut niveau. Bon, souveraineté numérique, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, surtout quand on parle de tout un continent? C'est super important de bien saisir le concept avant de continuer. En fait, c'est assez simple. Le mot-clé, c'est la maîtrise. L'idée, c'est que l'Afrique puisse être le seul maître à bord de son propre navire numérique. Ça veut dire avoir le contrôle sur ses infrastructures, ses données, ses technologies, bref, ne plus dépendre des autres. C'est ni plus ni moins qu'une question d'indépendance à l'heure du tout numérique. Et ce ne sont pas que des mots, loin de là, l'Algérie met les bouchées doubles avec des projets très concrets. On a par exemple la fameuse dorsale transsaharienne en fibre optique, un projet énorme pour connecter le continent. Il y a aussi des partenariats, et pas des moindres, comme celui avec Huawei pour lancer le tout premier centre d'innovation de ce type en Afrique. L'idée, c'est vraiment de mobiliser tout ce qui est possible, les infrastructures, les compétences, pour faire de cette vision une réalité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ça prend. Cette vision, elle résonne ailleurs sur le continent. On entend des voix comme celle-ci venues du Cameroun qui disent « oui, il faut qu'on s'unisse ». L'idée, c'est de ne plus faire cavalier seul, mais de vraiment construire quelque chose ensemble, en tant que bloc. Alors ce leadership ne s'arrête pas au monde du numérique. Pas du tout. Il s'étend aussi à des secteurs, disons, plus classiques, mais absolument cruciaux, l'énergie et les ressources minières. Et pour illustrer ça, prenons un cas très concret. Le partenariat renforcé avec la Côte d'Ivoire. C'est un accord qui joue sur deux tableaux. D'un côté, les hydrocarbures et les mines, donc les ressources stratégiques, et de l'autre, l'énergie, avec un accent mis sur le partage de savoir-faire, le fameux transfert de technologie. Et si on se met à la place de la Côte d'Ivoire, on comprend tout de suite l'intérêt. C'est très pragmatique. Ils ont des besoins énergétiques urgents et l'ambition de devenir un pôle régional. Alors quoi de mieux que de s'associer avec l'Algérie, qui a une expertise énorme dans ce domaine? C'est du gagnant-gagnant. Et du côté algérien, l'idée c'est de solidifier tout ça, de ne pas juste faire des coups ponctuels, mais de bâtir un vrai cadre légal pour une coopération qui dure. C'est une parfaite illustration de ce qu'on appelle la coopération sud-sud, des pays qui s'entraident et qui développent des projets ensemble sans forcément passer par les acteurs historiques. Évidemment, pour avoir de grandes ambitions à l'international, il faut que ça suive à l'intérieur du pays. Il faut des fondations solides. Alors justement, regardons un peu ce qui se passe sur le plan national. Et parfois, le progrès, c'est quelque chose de très concret. Prenez ce chiffre, 251. C'est le nombre de bus flambant neufs qui viennent d'être livrés. Ça fait partie d'un grand programme pour renouveler les transports publics, et ça, c'est quelque chose qui a un impact direct sur la vie des gens. Passons à l'éducation. Et là, attention, c'est une grande première. Pour la toute première fois de leur histoire, des universités algériennes apparaissent dans le fameux classement mondial QS. Ce n'est pas rien, c'est une reconnaissance internationale majeure. Et si on regarde dans le détail, on voit que ce n'est pas juste une apparition symbolique. Non, deux universités en particulier sortent du lot et se classent même premières au Maghreb dans des domaines d'ingénierie très pointus. L'Université des sciences et de la technologie d'Alger, par exemple, se hisse dans le top 150 mondial pour le génie pétrolier. C'est une performance vraiment remarquable. Et pour finir sur ce volet national, un mot sur la santé publique. En ce moment même se tient une semaine nationale de la prévention. L'objectif, c'est de sensibiliser sur des sujets de fond. Comment lutter contre l'obésité et le tabac, comment prévenir la violence routière, l'importance du dépistage précoce du cancer, bref, des actions de santé publique essentielles. Maintenant, il faut être réaliste. Tous ces développements, que ce soit à l'échelle nationale ou continentale, ne se font pas dans une bulle. Ils s'inscrivent dans un contexte géopolitique régional, et ce contexte est pour le moins tendu. Et il suffit de jeter un œil aux actualités pour s'en rendre compte. On voit bien cette montée des tensions au Moyen-Orient, une situation qui forcément a des répercussions sur toute la zone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On peut décomposer la situation en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu cette revendication par les Houthis de leur première attaque. Ensuite, les analystes interprètent ça comme un moyen d'ajouter de la pression, à la fois militaire et politique, sur les négociations en cours. Et au final, ça crée beaucoup d'inquiétudes, notamment chez les Palestiniens qui craignent les retombées négatives de cette escalade. Et pour terminer notre analyse, on va faire un saut dans le passé. Parce que pour vraiment comprendre les ambitions d'un pays aujourd'hui, il faut souvent regarder son histoire, ses fondations.
Justement, le 28 mars n'est pas une date anodine en Algérie. C'est une date qui porte une charge historique très forte. C'est le jour anniversaire de la mort au combat de deux figures majeures de la Révolution, le colonel Amirouche et le colonel Si El Aouès. Leur sacrifice est aujourd'hui encore une référence, un symbole de l'engagement pour le pays. Et cette citation d'un historien à propos du colonel Amirouche résume tout. Je cite, « Il aurait pu se rendre, il ne s'est pas rendu. Il a préféré la mort et l'honneur. C'est un patrimoine, c'est surtout un modèle. C'est très fort. » Et ça nous laisse avec une question pour la route. Comment est-ce que l'histoire, et notamment le souvenir du sacrifice, vient nourrir et façonner la vision qu'un pays se construit pour son propre avenir ?